père est né dans un petit village, en Pologne. Et il aimait la Pologne, c'était sa patrie. Sa famille habitait ce village depuis des générations. Mais après la Première Guerre mondiale, quand le traité de Versailles a proclamé l'unité et l'indépendance de la République polonaise, parce qu'auparavant, la Pologne était divisée en 3 parties. Une partie appartenait à Moscou, à la Russie, l'autre partie à l'Allemagne, et la 3e partie à l'Empire austro-hongrois. Et quand le traité de Versailles a proclamé l'unité de la Pologne, à ce moment-là, à l'époque, il y a eu beaucoup de problèmes en Pologne. La misère, du chômage, de la brutalité et de l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Juifs. Moi, je peux comprendre qu'on ne puisse pas aimer telle ou telle personne déterminée, mais on ne peut pas généraliser, et encore moins brutaliser et tuer. Alors mon père a quitté sa patrie bien-aimée, il s'est enfoui, il a traversé l'Allemagne, il est arrivé à Cologne, à Aix-la-Chapelle, et là il a décidé d'entrer en Belgique. Mon père est entré en Belgique en fraude. C'était un sans-papier avant la lettre. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je suis solidaire des sans-papiers, des immigrants, des réfugiés. Ils ne viennent pas chez nous pour leur plaisir, mais parce que chez eux, ils ont faim. Ou bien ils ont des problèmes politiques, ou bien leur pays est en guerre. Ils n'ont rien fait de mal. Il ne faut pas les mettre en prison, dans des centres fermés, 127 bis. Et surtout pas les enfants. Parce que moi, comme enfant, on m'a mis dans un centre fermé. La caserne d'Ossin à Malines. Parfois, ils risquent leur vie pour venir chez nous. Et l'honneur de la Belgique, c'est de les accueillir avec humanité et dignité. Enfin, à l'époque, ça allait plus vite que maintenant. Et mon père a été rapidement régularisé. Mais à Bruxelles, il n'y avait pas de travail, il y avait une crise. Il a été obligé d'aller travailler dans la mine de charbon, en Wallonie, au charbonnage de Bray, B-R-A-Y, près de Binche. Et là, il a attrapé la maladie des mineurs. Vous savez, les mineurs respirent au fond de la mine la poussière de charbon qui abîme leurs poumons et qui provoque des maladies comme la silicose, que moi, comme enfant, j'appelais la bronchite chronique, parce que mon père toussait beaucoup. Alors il a quitté la mine. Il a d'abord été ouvrier chez Coquerine Sambre, au four à coke. Et puis, il a entamé une activité commerciale dans le cuir, la maroquinerie, les valises en cuir, les sacs de dames en crocodile, en lézard, en vachette, en maroquin, les porte-bonnets. C'était ça son activité. Et ce commerce marchait tellement bien qu'il a retrouvé une jeune fille qui venait de Lituanie. Ils se sont mariés à Grivenier, pas loin de Liège, en 1923. Ils ont eu 2 enfants. Ma sœur Ita
né à Liège le 24 septembre 1924. Et moi, je suis né à Uccle, Bruxelles, le 12 octobre 1931. Ce qui fait, comme vous l'avez dit très justement, qu'aujourd'hui, incroyable mais vrai, j'ai 90 ans. Je n'en reviens pas encore maintenant. Ils ont réussi même, mes parents, à s'acheter leur propre maison à Etterbeek, commune de Bruxelles, avec au rez-de-chaussée un magasin que moi j'appelais le magasin de sacoche. Ma sœur était une brillante élève au lycée d'Ixelles, première en grec, en latin, en littérature, et grande pianiste classique, mais qui en plus aimait le jazz. Et moi j'étais à l'école primaire d'Etterbeek, et surtout un petit louveteau d'Etterbeek. Une petite famille quelconque, ordinaire, mais unie et heureuse. Mais entre-temps, Hitler avait pris le pouvoir en Allemagne, lui en 1933. Et il avait déjà pris plusieurs pays en Europe. D'abord l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie, la Pologne, le Danemark, la Norvège. C'était pas assez pour lui. Le 10 mai 40, il attaque la Hollande, la France et la Belgique. Et il occupe ces pays. Et lui, il avait une parano. Lui, il voulait tuer tous les Juifs. Rapidement, l'occupant a pris des mesures, toujours contre eux. Première mesure, obligation d'aller s'inscrire dans les communes. Et les communes devaient envoyer les registres de Juifs à la Gestapo. Ainsi, les nazis avaient d'avance tous les noms et les adresses des futures victimes. Interdiction de travailler, des professeurs, agents communaux, journalistes, avocats. Et les commerces étaient confisqués. Ils sont venus dans notre petit magasin. Ils ont tout pris. Marchandises, des livres. Interdiction d'aller à l'école. Et un beau jour, obligation de porter une étoile jaune sur les vêtements. Et les gens obéissaient à ces mesures. Ils craignaient d'être dénoncés par un voisin qui aurait été dit à la Gestapo, celui-là, il ne s'est pas inscrit à la commune. Celui-là ne porte pas son étoile. Et la punition était d'être envoyé dans un autre camp, en Belgique, Brendonk. Brendonk est un camp ouvert dès 1940. Dès que les nazis sont arrivés en Belgique, ils ont ouvert le camp de Brendonk. C'était un lieu d'interrogatoire, de torture et d'exécution. Il y a combien de jeunes Belges, pas des Juifs, des démocrates, des résistants, qui là ont été torturés et exécutés, c'est-à-dire fusillés et pendus. Et les gens avaient peur d'être dénoncés, d'être envoyés là. Ils obéissaient à la loi du moment. Et puis les gens ne savaient pas que chaque mesure était un pas inexorable vers la mort, dans un engrenage fatal, un crescendo quotidien. S'ils avaient su, ils se seraient révoltés, comme l'ont fait les jeunes du ghetto de Varsovie, qui ont préféré mourir en se battant. Alors ils ont ouvert cette caserne d'Ossins pour y rassembler tous ceux qui devaient être déportés.
Ils ont choisi cette caserne parce qu'elle est grande. On peut y mettre 3-4 000 personnes. Ils ont fait des rafles dans les rues. Ils cernaient des quartiers. Ils arrêtaient des trams. Et tous ceux qui portaient l'étoile devaient monter dans un camion. Ou bien ils allaient chercher les gens en pleine nuit, puisqu'ils avaient des adresses. Et les jetaient dans les camions et en route pour les chambres à gaz, via Manille. Alors des amis scouts sont venus chez mes parents, chez mon père, et on dit, monsieur, c'est dangereux, vous devez vous cacher. Parce que mon père n'était pas un homme politisé. Les gens politisés, notamment les socialistes, les communistes, les syndicalistes, les gens de gauche, étaient plus conscients du danger mortel qui nous entourait et se défendaient mieux, se cachaient mieux. Mon père était un poète, il écrivait en si longue. Il écoutait sa fille jouer au piano du Chopin. Et il ne pouvait pas imaginer que dans l'Europe du XXe siècle, l'Europe de la civilisation et de la culture, l'Allemagne des arts et de la pensée, de Goethe, de Schiller, de Beethoven, de Mozart, pouvait sombrer dans la barbarie. Alors ces amis scouts nous ont trouvé une cachette, et le 1er septembre 1942, j'ai quitté la maison du bonheur d'Etterbeek avec ma famille pour aller nous cacher dans un petit appartement à Beauluet-Saint-Lambert. 6 mois plus tard, le 17 mars 1943, mon père a échappé à l'arrestation, car ce jour-là, il a été hospitalisé parce qu'il avait un problème médical du côté des poumons. Mon père n'est pas là, je vous l'ai dit. C'est le petit déjeuner. Ma mère est à ma droite. Sur la table, ce qui sert de café est chaud. Et ma sœur est devant moi, elle a préparé mes tartines à la confiture. Parce que ma sœur avait 7 ans de plus que moi. C'est elle qui surtout s'est occupée de mon éducation. C'est elle qui m'a fait lire mes premiers livres. Le premier, c'était La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie. Et puis, elle m'a fait lire la mythologie grecque. Et aussi le livre d'Hector Malot, Sans famille. L'histoire d'un petit garçon resté orphelin. Je lisais ça. Je ne pouvais pas imaginer en lisant ce livre que je serais un jour un petit garçon sans famille. Tout d'un coup, on sonne. Et on ressonne. Nous nous regardons, paralysés. Tous nos projets de fuir par l'arrière, par les jardins arrière. Pendant un mois, on n'a jamais entendu le mot Auschwitz-Birkenau. On était dans l'attente des événements. C'était pas un camp de répression, c'était un camp de rassemblement en vue de la déportation. C'était l'antichambre de la mort. Mais les gens ne le savaient pas. Il y avait beaucoup d'enfants dans cette caserne. Et parfois, je pouvais discuter avec des enfants. Courir dans la cour intérieure. Pourquoi il y avait tellement d'enfants? Parce que ce que les nazis voulaient faire, c'est un génocide. C'est-à-dire, pas tuer une ou deux personnes, mais tuer un peuple. Ça, c'est un génocide.
Et quand on veut faire un génocide, il faut d'abord tuer les enfants. Car les enfants, c'est l'avenir du peuple. Comme vous êtes l'avenir du peuple belge, et je dirais du peuple wallon. On dormait dans des salles de 100 personnes, sur 3 niveaux de construction de bois, avec des matelas de paille. Hommes, femmes, enfants mélangés. Le 18 avril 1943, un monsieur est venu dans notre salle et il nous a dit « Vous partez demain, le train est là, il vous attend ». Que ma sœur avait une autre situation. Parce que la loi belge à l'époque disait que les enfants d'étrangers comme nous, ma sœur et moi, nés en Belgique comme nous, pouvaient choisir de devenir belge à 16 ans. Ce que ma sœur avait fait. Ma sœur avait la nationalité belge. Moi, je n'étais pas encore dans les conditions, puisque je n'avais que 11 ans. J'étais encore étranger, comme mes parents. Mais à l'époque, les nazis ne déportaient que les juifs étrangers, et pas les juifs belges, craignant la réaction du peuple belge, sachant que le peuple belge est un peuple humaniste et frondeur, et que les Belges gardaient un mauvais souvenir de l'occupation allemande de 14-18. Parce qu'en 14-18, l'armée allemande a commis des crimes en Belgique. Et les Belges n'aimaient pas l'occupant. Sauf quelques traîtres, il y en a eu des collaborateurs. En Flandre comme en Wallonie. En Wallonie, il y a eu la Légion wallonne. Et un grand criminel, c'était Léon de Grelle, un Wallon. Léon de Grelle, après la guerre, sera condamné par la justice belge à mort, mais va s'enfuir en Espagne. Le 19 avril, j'ai dit au revoir à ma sœur, qui n'était pas déportable ni déportée, mais qui pourtant, pour autant, n'était pas libérée, ne sachant pas que je la verrais plus jamais. J'ai quitté cette caserne de malheur avec ma mère pour me retrouver dehors, entre 2 haies de soldats, casqués, armés, dans une file indienne des déportés, jusqu'à un wagon qui paraissait très grand, parce que moi j'étais très petit. Béant, noir. On a mis un petit escabeau pour monter dedans parce que il n'y avait pas de quai. J'étais donc dans ce wagon, comme je vous l'ai dit, cette porte qui s'est fermée. Le train n'a pas bougé de toute la journée. Parce que les nazis craignaient que si le train s'arrête à une gare belge et que des voyageurs sur le quai ou des ouvriers rentrant de leur travail entendent un appel au secours de l'intérieur ou un bras qui sort par cette petite ouverture, cela aurait fait mauvaise impression. Faisait rouler les trains la nuit, dans l'ignorance des populations. Mais à ce moment-là, quand le train commençait à rouler le soir, dans ce wagon, c'était un noir total, une obscurité inimaginable. Et s'est passé d'abord quelque chose d'extraordinaire. Peu après le départ de Malines, j'ai senti du fond de mon wagon que le train s'arrête. J'entends les gens qui courent le long du train, mais je ne vois rien, je ne sais rien. Ces gens qui courent, c'était l'escorte de Waffen-SS, les gardiens. Ils avaient remarqué quelque chose, donc, ils courent.
en tirant des coups de feu, en hurlant. Moi, je ne savais rien. Mais après la guerre, j'ai appris que ça s'est passé à hauteur d'une petite ville qui s'appelle Boort-Meer-Beek, dans le Brabant flamand, entre Malines et Louvain. Et là, 3 jeunes garçons de 22, 24 ans, 25 ans ont arrêté le train, le convoi, en mettant sur les rails une lampe tempête avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Ils ont ouvert le premier wagon qui se présentait devant eux, pas le mien. Ils ont fait sortir 17 personnes qu'ils ont libérées. Ce fait est unique de toute la guerre. Le seul convoi de déportés qui a été attaqué par la résistance, c'est le 20e convoi où je me trouvais, dans lequel je me trouvais. Tout ça, j'ai appris après. Mais le train est reparti. Je suis tombé endormi dans les bras de ma mère, par terre, avec l'impression que des hommes de mon wagon, encouragés par le bruit de l'attaque, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur. Et de fait, à un moment donné, ma mère me réveille. Le train roule, mais la porte est ouverte. Il me prend par la main, il me conduit vers la porte. Là, j'attends mon tour, parce que 2, 3 personnes sautent devant moi. Moi, je sens l'air frais qui entre dans ce wagon. J'entends plus distinctement le fracas des roues sur les rails. Ma mère me fait asseoir sur le bord du wagon, les jambes pendantes dans le vide. Et puis, elle me fait descendre doucement, jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Là, je me redresse. De la main gauche, je me tiens une barre verticale métallique que je trouve. Et de la main droite, je me tiens au plancher du wagon. Et ma mère me tient solidement par les vêtements et les épaules. Mais au début, je n'ose pas sauter. Ce train va quand même vite. Et la végétation qui défile sous mes yeux à toute vitesse me donne encore une plus grande impression de vitesse. Je n'ose pas sauter. J'entends ma mère qui me dit « Le train va trop vite », elle me dit. Elle le dit dans sa langue, en yiddish. « Der Zug geht zu schnell ». Je ne veux pas sauter. Je n'ai qu'11 ans. Mais tout d'un coup, le train a ralenti. Et je saute. Et j'arrive souplement sur le ballast. Debout. Je ne tombe pas. Je me fais pas mal. Et j'attends ma mère. Je crois qu'elle va sauter également, me suivre. Le train continue à rouler doucement vers l'avant. Grande masse, grise noire dans la nuit, sifflant, crassant sa vapeur, car c'était un train avec du charbon, pas électrique. J'attends ma mère. Mais tout d'un coup, le train s'arrête complètement. Et j'entends les gardiens qui viennent de l'avant dans ma direction. Parce que moi j'étais plutôt en fin de convoi, avec mon numéro 1234 sur 1600 personnes. Ma mère ne peut plus sauter. Elle serait tombée dans leurs mains. Pour sauter, il faut que le train roule et que les gardiens soient à l'intérieur du train. Elle ne peut plus sauter. Et ils viennent dans ma direction en tirant des coups de feu, en hurlant. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon. Pour rejoindre ma mère et pour ne pas être pris en faute.
Mais pour faire cela, j'aurais dû aller dans leur direction. Alors tout d'un coup, dans un moment inexplicable, un réflexe, je tourne à gauche et je me suis mis à courir. Et j'ai couru toute la nuit dans les bois. Je me croyais poursuivi. Parce que longtemps j'ai entendu des coups de feu. Mais je courais. Puis à un moment donné, je n'entendais plus des coups de feu. Et je me disais, c'était facile de sauter. Mais que faire maintenant? Où suis-je? Suis-je déjà en Allemagne ou encore en Belgique? Mais comme vous savez, j'étais un petit scout, que j'avais appris à me débrouiller. Je savais que je pouvais dire à personne d'où je venais. On ne sait jamais, j'aurais pu tomber sur un ami des nazis. Et le matin, j'arrive dans un village. Je ne sais pas où je suis, mais je vais vous le dire maintenant. J'étais dans le Limbourg. J'ai sauté 50 km après Bourg-Meerbeek. Dans le Limbourg, entre Saint-Tron et Tongres, à hauteur d'un village qui s'appelle Berlingen. Et là, je choisis une maison qui m'inspire confiance. Une petite maison d'ouvriers. Parce que souvent, les belles maisons, les grandes maisons, les châteaux étaient occupés par les nazis. Mais là, c'était une petite maison. Je sonne. Une dame vient m'ouvrir. Pouvait être 6 h du matin, 7 h du matin. Bien sûr, je n'avais pas de montre. Je la vois et je lui dis ceci. Je lui dis, madame, j'ai joué près d'ici avec des enfants. Je me suis perdu. Je vais retourner chez mon père à Bruxelles. Je n'avais rien trouvé de mieux que cette explication qui ne tenait pas debout. Que faisait un petit francophone en pays flamand? Les vêtements pleins de boue, déchirés, à 80 km de Bruxelles. Enfin, cette dame ne se pose pas de questions. Elle appelle son voisin, qui me prend sur son vélo et qui me conduit à la ville voisine, Borglone. Et là, il me dépose dans le salon d'un monsieur. Et quand je vois ce monsieur, avec son uniforme, son revolver, un gendarme belge, j'ai été pris d'une terreur terrible. Je me disais, celui-là va me ramener à la Gestapo. Et il me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ignorait l'histoire du train. Bien sûr. Et je répondais toujours, j'ai joué, je me suis perdu. Il ne me croit pas. Il me confie à sa femme, il prend son vélo, il va à la gare. Et là, il apprend l'histoire du train. Il revient et il me dit, écoutez ce qu'ils me disent, je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on emmenait en Allemagne. Ils ne savaient pas encore que c'était en Pologne, mais enfin. Tu t'es échappé. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis un bon Belge. Je ne veux pas te dénoncer. En entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras en pleurant, en lui parlant de ma mère, en avouant. Sa femme me donnait à manger un bain parce que j'étais plein de boue. Et comme je devais rentrer à Bruxelles, mais pas à pied évidemment, mais avec un autre train, et que je devais être habillé correctement pour ne pas me faire remarquer, et que mes vêtements étaient complètement abîmés par ma course dans la broussaille, dans les champs, pendant la nuit. Cette femme m'a donné le costume de son petit garçon. Et j'ai pris le train, le soir même, il m'a fait conduire à une autre gare. J'ai pris le train. Miracle, pas de contrôle dans mon compartiment. J'arrive à Bruxelles, à la gare de Schaerbeek. Je faisais déjà des projets de fouiller par l'arrière de la gare.
Je me disais qu'il va y avoir un contrôle là. Mais je regarde à travers la stade des pas perdus et je vois qu'il n'y a pas de contrôle. Je sors de la gare. J'avais réussi. J'avais réussi à franchir une partie importante de la Belgique occupée et traqué. Je me sentais traqué. J'avais peur. J'avais réussi à arriver à Bruxelles. Alors j'ai pris le tram et j'ai été chez mes amis scouts. Parce que j'ai oublié de vous dire que le jour de l'arrestation, Monsieur Rouffard, le père mon petit copain Raymond Rouffard, louveteau comme moi, et ami de ma famille, avait été directement chercher mon père à la clinique, à l'hôpital où il était, pour le mettre en sécurité dans la famille d'Elsar. Et je vais chez les Rouffards. Madame Rouffard me voit, elle pousse un cri. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, j'ai sauté du train. Et maman, je ne sais pas, elle va peut-être arriver par un autre chemin. Alors elle m'a conduit chez mon père. Là où il était caché, dans la famille Elsar. J'ai revu mon père. Je vous fais grâce de la scène de votre trouvaille avec mon père. C'était formidable, enfin, mon père, d'abord m'a tâté pour voir si j'étais en Dieu. Puis, comme c'était un homme extrêmement croyant en Dieu, il s'est mis à prier dans sa religion pour remercier Dieu de lui avoir rendu son fils et pour lui demander de lui rendre sa femme et sa fille. Et les deux dames qui étaient là, Madame Rouffard, Madame Elsar, priaient également dans leur religion catholique. Et Madame Rouffard s'est mise à genoux pour prier. Moi, je lui dis, mais c'est pas la peine de faire ça. J'ai rien fait de spécial. J'ai rien fait de spécial. Mais avec le recul, je peux vous dire que ce qui m'est arrivé là, c'est très spécial. Enfin, on est alors le 20 avril 1943. 43. Et je dois encore attendre 17 mois la libération de Bruxelles, qui n'a été libérée que le 3 septembre 1944. Pendant 17 mois, j'ai été recueilli et caché dans des familles catholiques qui m'ont traité comme leur enfant, qui ont pris des risques et qui m'ont sauvé. J'ai changé 2-3 fois de famille par sécurité. Quand j'arrivais quelque part, j'allais d'abord en grenier pour voir comment je pourrais fuir par des toits s'ils venaient me chercher. Je me sentais vraiment craqué. J'avais peur. Je rêvais chaque nuit que j'étais poursuivi. Chaque coup de sonnette m'effrayait. Pendant 17 mois, j'ai été peut-être 2 ou 3 fois en rue. Et puis on est libéré. Mon père était caché séparément. Je le retrouve. Et j'attends le retour de ma mère et de ma sœur. Mais la guerre n'était pas finie. La guerre continue. Parce que fin 1944, il y a eu l'offensive en Rundstedt, la bataille des Ardennes et le drame de Bastogne. Et les gens craignaient que la Gestapo allait de nouveau revenir. Et moi, j'attendais le retour de ma mère et de ma sœur, parce que j'étais certain qu'elles reviendraient. Je ne savais pas qu'elles étaient mortes depuis longtemps. En 2 mots, Hitler a tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Mais après la libération, quand les troupes alliées sont entrées en Allemagne, les Américains, les Anglais, les Français, les Belges même, et ont découvert les camps de concentration, les montagnes de cadavres, les chambres à gaz et les fours crématoires. Mon père a compris qu'elle ne reviendrait pas, sa femme et sa fille. Il avait été mal soigné pendant la guerre. Et quand on est malade, on peut
parfois surmonter la maladie, la vaincre. Mais pour ça, il faut du moral. Et mon père était déprimé. Il n'a pas su lutter contre la maladie et il est mort en juillet 1945. Puis, ils sont pas revenus. Et de ces petites familles dont je vous ai parlé, je suis resté tout seul. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout seul. J'avais 13 ans. D'abord, j'ai été dans une famille d'accueil pendant 2 ans. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai été habité dans la maison de mes parents, dont j'avais hérité. J'avais une chambre au 3e étage, une mansarde, qu'on appelle un cote d'étudiant. J'avais 3 locataires qui me payaient un loyer. Avec cet argent, j'ai payé mes études. Je voulais absolument faire des études et mener une vie dont mes parents auraient été contents. C'est donc à 23 ans, j'étais docteur en droit et avocat. Et je suis encore aujourd'hui, comme vous l'avez dit, encore avocat, en plein exercice maintenant. Je suis quand même trop jeune que pour arrêter. Et pendant 60 ans, j'ai presque jamais parlé de tout ça. C'était pas un secret, mais j'en parlais pas, pour différentes raisons. Je me sentais coupable. Pourquoi eux sont morts et moi je vis? Ensuite, j'avais comme vous, beaucoup de copains qui voulaient me voir, mais pas pour entendre des choses pareilles. Il y a quand même des sujets de conversation entre jeunes plus agréables. Et puis, s'il y avait constamment parlé de tout ce drame, j'aurais fait une dépression. Ensuite, personne ne m'interrogeait. Personne ne s'intéressait à mon cas. Parce que c'était un cas parmi des milliers. Et je connais des gens qui ont souffert plus que moi. Par exemple, je sais que vous avez reçu Paul Sobol. C'était un rescapé qui a souffert énormément. Parce que lui, il est arrivé à Auschwitz, il a été bagnard. Il a fait la marche de la mort. Moi, j'ai sauté du train. J'ai pas vu Auschwitz. Heureusement pour moi. Parce que pour les nazis, on est enfant jusqu'à 16 ans. Au-delà de 16 ans, ils gardaient les prisonniers comme bagnards, forçats, de travail forcé, sans manger, sans boire, dans le froid, dans la chaleur, sous les coups, la mort lente. Mais en dessous de 16 ans, c'était la chambre à gaz immédiatement. Si j'étais arrivé, j'avais aucune chance. Et puis, je devais construire ma vie. Je ne pouvais pas constamment me baser, songer au passé. Vous savez, il y a des gens qui ne vivent que pour le passé. Je suis toujours en train de dire, de mon temps, c'était bien. C'est morbide. Il faut vivre pour le présent et pour l'avenir. Mais il ne faut jamais oublier le passé. Je me suis marié. J'ai divorcé. Je ne me suis jamais remarié. Pour l'instant, j'ai 2 filles. Enfin, pour l'instant. J'ai 2 filles et 4 petits-fils. J'ai vécu. Et je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça. Je n'avais pas approfondi. Je tournais le dos au passé. Je vais dire, même, je ne savais pas exactement comment j'avais réussi à sauter du train. Je n'ai jamais voulu approfondir. J'avais autre chose à faire que de porter tout le temps à ça. N'oubliez pas que je suis avocat, donc j'ai beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas penser qu'à ça. Je me sentais très bien d'ailleurs pendant 60 ans.
J'ai élevé mes enfants, j'ai fait du sport, j'ai fait de la musique, et tout, je me sentais heureux. Et dans l'année 2000, on est venu me dire que je devais témoigner, que je devais écrire un livre. Un héros de la résistance s'était intéressé à moi et elle m'a dit que je devais écrire. Un historien, un écrivain, un éditeur. Luc Pire, pour le nommer. Ils m'ont dit que je devais écrire mon histoire. Alors j'ai fait mon livre. Ça s'appelle L'enfant du 20e convoi. Ce livre ne m'a pas changé. Je suis toujours le même, je suis toujours le même. Mais ça a changé ma vie. Parce que depuis lors, je parcours le monde. Parce que j'ai jamais dit non quand on m'invite dans une école ou ailleurs. En Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre. En octobre dernier, j'étais à Boston, aux États-Unis. J'ai jamais dit non. Et partout, les jeunes sont formidables. Comme vous êtes formidables, je sais que vous avez toutes les qualités de cœur et que vous êtes attachés à la vérité. Mais seulement, j'ai fait des rencontres formidables depuis que j'ai écrit ce livre. D'abord, j'ai rencontré l'un des 3 jeunes qui ont attaqué mon train, Robert Mestrio. Parce que je pars maintenant pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas vrai. Ils disent qu'il n'y a pas eu de massacre en masse. Il n'y a pas eu de chambres à gaz, de fours crématoires. Et je voudrais qu'ils aient raison. Comme vous savez, pendant 60 ans, je n'ai plus voulu parler de ça. Si j'avais gardé ma sœur, à 2, on aurait été voir tous les gens qui m'ont aidé. Mais j'étais tout seul. Et j'ai été fait reconnaître quand même comme juste parmi les nations. C'est la moindre des choses. Mais le gendarme est mort dans les années 80. Seulement, je suis en contact maintenant avec sa fille. Et j'ai même été invité à la petite communion de son arrière-petite-fille. Mais vous savez, le héros, quand il accomplit son acte, il ne sait pas que c'est un acte héroïque. Il ne sait pas. Il le fait spontanément. C'est nous qui, après, on examine son cas et on voit que c'est un héros. Mestrio agit. Il était jeune, il a fait ce geste d'attaquer ce train, d'arrêter ce train. C'est un geste formidable, mais il n'était pas conscient. Les gens qui m'ont caché après la guerre. Mais la première héroïne, c'est ma mère. Elle a mis son petit garçon sur le marchepied du train, du wagon, marchepied vers la liberté, vers la vie. Et elle a continué son voyage jusqu'à la mort dans la chambre à gaz à Auschwitz-Birkenau. Et je parle également au nom des victimes. Il paraît que les nazis ont tué 6 millions de juifs. Certains disent 1,5 million d'enfants. Certains discutent des chiffres. C'est pour moi une discussion stérile. Parce qu'il ait tué 6 millions de personnes ou seulement 1 million de personnes. Dans les 2 cas, la douleur est extraordinaire. Mais Hitler n'a pas tué que des juifs. Il a tué plein de gens. Pour commencer, les tziganes, les homosexuels, les handicapés. Ça, c'est le crime le plus abominable qui soit. Tuer les handicapés. Les témoins de Jéhovah, les francs-maçons, les communistes, les socialistes, les syndicalistes, les démocrates, les prisonniers de guerre soviétiques. Il a tué plein de gens, Hitler. C'est pourquoi, je vous dis, les Juifs n'ont pas le monopole de la douleur.
Je parlais également au nom de victimes d'autres barbaries, du génocide arménien en 1915, au Rwanda. Donc, je parle au nom de toutes les victimes, de toutes les barbaries. Mais je parle surtout pour vous, mes enfants, pour que vous gardiez notre pays, la Belgique, comme elle est, libre, en paix, tolérante, attachée aux droits de l'homme. Gardez notre pays comme il est, pour que, par malheur, vous, vos enfants, vos petits-enfants, un jour ne rencontrent pas la barbarie comme je l'ai rencontrée. Et aujourd'hui, je me sens heureux. Il ne faut pas croire que je viens ici pour exprimer une âme malheureuse. Je me sens très heureux. J'ai reçu un coup de téléphone d'un garçon de 16 ans que je ne connais pas. Mais il connaissait mon histoire, que j'avais racontée devant lui à son école. Mais il connaissait l'histoire de Konrad Tinel. Konrad Tinel avait 6 ans quand Hitler est entré en Belgique. Et il n'est pas responsable du fait que son père adorait Hitler. Son père était un nazi flamand de Gand. Et qui a envoyé ses 2 fils aînés, qui avaient donc 10 ans de plus que Konrad, dans les Waffen-SS, comme volontaires. À Gand, pendant l'occupation, il y avait des grandes affiches. On voyait un soldat casqué avec un visage énergique, il était marqué « Engagez-vous dans les Waffen-SS ». Et les 2 frères aînés se sont engagés, avec l'accord du père, évidemment. Un Waffen-SS volontaire, c'est quelqu'un qui va suivre un écolage dans une sorte d'instruction, de police nazie. Ils apprennent 3 choses. D'abord, ils apprennent à obéir aveuglément à tout ordre, immédiatement. On disait à un Waffen-SS, tue cet enfant. Il le tue immédiatement. On lui apprend à tuer. Et on lui apprend à haïr les Juifs. Voilà l'écolage des Waffen-SS. Son père est mort dans les années 60, sans avoir jamais renié ses crimes, sans avoir jamais exprimé de regret, en léguant sa culpabilité sur le dos de Konrad. Et Konrad a vécu 60 ans avec ce poids sur le dos, des crimes de son père. Un beau jour, il a explosé, il a dévoilé le passé noir de sa famille dans un livre. Mais comme c'est un grand artiste, très connu en Flandre, peintre, dessinateur, sculpteur, il s'est exprimé par des dessins. Et ce garçon de 16 ans avait lu ce livre. Et il me demande, il me téléphone et me dit, est-ce que vous êtes d'accord de rencontrer le fils d'un nazi? Moi j'étais étonné, mais j'ai accepté. Et quand j'ai rencontré Konrad Tinel, il m'a dit, et ce garçon avait organisé ça en présence de beaucoup de jeunes, comme vous. Et je rencontre Konrad, et il me dit, quand j'ai lu votre histoire, Simon, quand j'ai lu votre histoire, Simon, j'ai pleuré. Et je lui ai répondu, les enfants des nazis ne sont pas coupables. Ce sont des morts spontanés, naturels, évidents. C'est évident que le fils n'est pas coupable des crimes de son père et des choix, des idées de son père qu'il n'a pas choisi. Ces paroles lui ont fait un effet inattendu, pour moi en tout cas, parce que ça lui venait d'une victime des nazis. Et là, notre amitié est née, une grande amitié est née entre nous, entre Konrad et moi.
Nous étions 2 enfants, écrasés par une guerre qu'on ne comprenait pas. Chacun d'un côté de la barrière. Lui, moi du côté des victimes, mais lui du côté des bourreaux. Nos peines ne sont pas comparables, mais je comprends sa peine. Maintenant, je vous le dis, Konrad Kinel, c'est plus que mon ami. C'est mon frère. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ça. Mais c'est mon affaire. Je suis libre encore de faire ce que je veux. Et puis, Konrad me dit un jour, très vite, début 2013, il me dit, mon frère connaît ton histoire, il veut te voir. Ce frère qui a été mon geôlier nazi à la caserne d'Ossat de Malines, qui à la pointe de son fusil m'a conduit dans le wagon de la mort, ainsi que ma mère et ma sœur, et tant d'autres gens. Parce que vous devez savoir que de Malines, de 42 à 44, il y a eu 28 convois qui ont déporté 25 000 personnes, dont seulement 1000 sont revenus. Il veut me voir. J'ai accepté de le voir. Et quand j'ai vu le bois de terre, j'ai vu un homme qui me paraissait malade, souffrant, vieux, et qui me suppliait. Il implorait mon pardon. Il me disait, je regrette ce que j'ai fait, je me repens. Et je vous en supplie, pardonnez-moi. Il me disait, je sens la mort venir. Avant de mourir, j'ai besoin de votre pardon. Eh bien, moi, à ce moment-là, je lui ai pardonné. J'ai fait à mon nom personnel, pas au nom de ma mère et de ma sœur qui ne m'ont pas donné de mandat, ni de personne. Et j'ai pardonné à lui seul. Personne déterminée qui me l'a demandé, mais pas tous les nazis. Parce que pour pardonner, il faut que le coupable demande pardon et regrette son acte. Mais un vrai nazi ne va jamais demander pardon à sa victime, juive ou autre. Ce pardon lui a fait du bien, mais à moi encore plus. C'était la pièce qui manquait au puzzle de ma vie. Et si j'ai pas pardonné, c'est parce que je n'ai jamais eu de haine. J'ai été très malheureux. J'ai beaucoup pleuré, je vous assure. Et encore aujourd'hui, je pense tous les jours à mes parents et à ma sœur. Mais je n'ai jamais eu de haine. Parce que la haine est une maladie que j'ai jamais eue. Et ceux qui ne sont pas contents, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui ne sont pas contents parce que j'ai pardonné, parce qu'ils ont encore la haine en elles. Je peux comprendre, ce sont des gens qui ont vécu le martyre. Ce sont des rescapés des camps, ils ont vu des horreurs. Et je peux comprendre quand ils me disent, moi je ne pourrais pas pardonner. Et je vais terminer maintenant par les 2 plus beaux mots de la vie. Le premier, c'est la paix. Parce que quand il y a la guerre, tous les crimes sont possibles. Toutes les propagandes sont possibles. La guerre est le mal suprême. Et la paix est le bien-être suprême. Et le deuxième plus beau mot de la vie, c'est le respect mutuel entre tous les hommes. La tolérance qui fait que vous devez aimer tous vos copains, quelle que soit leur religion, leur nationalité, leur langue, la couleur de leur peau. Aimez-les tous. C'est pour ça, je me lève pour vous dire, vive la paix et l'amitié entre les hommes.